Qui suis-je, moi, qui suis à la limite du vivant et de l'inerte, pour oser m'adresser à vous, là-haut, au sommet de ce que la vie a fait de plus complexe? Tant d'ordres de grandeur nous séparent. En termes de taille, je suis à vous ce que vous êtes à notre planète. Autant dire, pas grand-chose. Je ne suis qu'un bout de code génétique, un minuscule message. Aussi vous sera-t-il plus facile de me détruire que de chercher à me déchiffrer. On a eu déjà des pandémies mondiales au Moyen-Âge. On n'a jamais eu une pandémie qui a atteint la totalité de la planète en 3 mois. Jamais. Cette épidémie doit nous apprendre l'humilité, parce qu'aujourd'hui, personne n'a la solution miracle. Il faut se poser des questions fondamentales sur notre modèle de société. Le monde, la planète Terre, est en déséquilibre. Elle souffre d'une maladie. Nous sommes à l'aube d'un changement de civilisation. Ce virus, il nous a montré qu'est-ce qui était essentiel. Et il nous dit « ting ting ». Tiens, vous avez des vulnérabilités partout. En fait, la machine s'est enrayée. Elle n'arrive plus à repartir comme avant. Le grain de sable ou le virus a montré qu'elle avait une fragilité énorme dans ce libre-échange généralisé, dans une économie toujours tournée vers la croissance, dans des voyages d'avion incessants, dans une délocalisation de toutes les fabrications. Et tout ça ne fonctionne plus. Je pense que le virus nous dit d'une part que nous sommes entrés dans une période de transition marquée par la crise. Deuxièmement, tout ce que nous faisons à la nature nous reviendra à la figure à un moment donné. Et troisièmement, nous pouvons voir que dans ce genre de crise, les États sont plus ou moins capables d'agir, car nous pouvons et devons apporter de profonds changements à notre société, eu égard aux crises beaucoup plus importantes qui nous attendent, en particulier le changement climatique. Si les gens pensent que 2020 est une année de crise et que tout ira mieux après, ou que tout sera de nouveau comme avant, je pense qu'ils se trompent. Dans 10 ans, nous serons vraiment très contents si tout est comme en 2020. Les faits sont là, et je ne chercherai pas ici à les nier. J'ai tué, j'ai ruiné des vies, brisé des rêves, griffé à tout jamais les apparences de votre réalité. Aussi me condamnez-vous à mort sans aucune forme de procès, et je n'ai aucun doute. Vous finirez par avoir ma peau. Mais êtes-vous certain de ne pas vous tromper de coupable ? Si vous accusez le grain de sable que je suis, pourquoi excusez-vous votre machine? Quoi? Nous sommes semblables. Notre appétit n'a pas de limite. Nous colonisons, nous envahissons les territoires, nous en détournons les ressources. Nous sommes conçus pour nous multiplier. Toujours plus est notre devise.
C'est votre machine qui m'a invité à franchir la sacro-sainte frontière qui vous sépare du reste du vivant. C'est votre machine et rien d'autre. La plupart des grandes épidémies qu'on a connues dans le passé, que ce soit le sida, la grippe aviaire, Ebola, le SARS, ce sont des zoonoses, ce sont des virus qui nous ont été transmis par les animaux. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de zoonoses? Simplement parce que nous détruisons de plus en plus les milieux naturels des animaux, ce qui veut dire que nous sommes de plus en plus, nous humains, en contact avec des animaux sauvages et que donc nous multiplions les possibilités de transmission de ces virus des animaux vers nous. Mais en même temps, bien qu'il y ait transmission des animaux vers les humains, il y a aussi beaucoup de zoonoses qui se propagent à cause des élevages industriels. Il peut s'agir de pisciculture ou d'élevage de bétail. Donc cela est aussi dû à notre machine industrielle d'exploitation, de production et de consommation animale. L'humain aujourd'hui, c'est le super prédateur de la planète. Et si je suis un virus et que je veux prospérer, j'ai beaucoup plus intérêt à me greffer sur l'humain plutôt que vers le renne arctique, qui est une espèce en voie de disparition, ou le tigre du Bengale, etc. Et donc ça veut dire qu'on va en avoir d'autres. Statistiquement, c'est très clair que tous les virus de la planète qui connaissent un rythme suffisamment important de mutation génétique vont avoir tendance à se greffer sur l'humain parce que nous sommes le plus grand porteur possible sur la planète. On est un porteur rêvé pour un virus aujourd'hui. Donc on en aura d'autres. Une main invisible me guide vers vos narines, mais c'est votre propre inspiration qui m'invite dans vos poumons. Et là enfin je passe l'ultime frontière, celle de vos cellules. Désolé, vous êtes désormais ma nouvelle planète. Le virus qui nous embête, il s'appelle le Covid-19. Un virus, c'est quelque chose qui tue beaucoup de monde, qui est un peu comme la grippe. Ça se voit pas, donc ça devrait être petit. On peut juste le voir dans les stétos. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est une petite boule qui avec plein de pics autour. On l'appelle coronavirus parce qu'il y a une couronne autour du virus en fait. Et c'est rouge. Un virus est un élément infectieux. On ne peut pas parler de micro-organisme parce que ce n'est pas vivant. C'est très petit et ça a besoin d'une cellule pour se répliquer. Ça peut être une cellule végétale, animale ou la cellule d'une personne. Il s'introduit dans la cellule pour utiliser la machinerie cellulaire et se dupliquer. Et de là, il va se répandre. Lorsque j'étends mon royaume, vous parlez de contagion. Mais lorsque votre machine agrandit son empire, vous appelez ça le progrès. Mais voyez où ce progrès vous mène? Votre machine était capable de calculer la trajectoire des astéroïdes qui menaçaient la Terre. Mais elle ne m'a pas vu venir. Vous n'avez pas voulu me voir venir. On January 9, Chinese authorities made a preliminary determination of a new coronavirus, identified in a hospitalized person with pneumonia in Wuhan. This is not unexpected. This is something that the global community is preparing for. J'ai entendu parler du virus avant Noël 2019, lorsque une des chercheuses avec qui je travaille, qui est d'origine chinoise, m'en a parlé et m'a dit « mais ça se passe mal là, il y a quelque chose d'inquiétant ». Et à mesure que le mois de janvier avançait, j'ai commencé à me demander si c'était vraiment effectivement bien sérieux ce qui se passait. Et je me souviens, je me projetais dans ces gens qui, à Wuhan, étaient en confinement. Je me disais, mais mon Dieu, ça doit être vraiment terrible. Et nous, ça nous arrivera jamais, un truc comme ça, évidemment.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Les réactions ont été très disparates. Et ce n'est finalement que quelques groupes de pays qui ont très vite anticipé, peut-être parce qu'ils avaient connu déjà le SARS 1, le premier en 2003. Je pense à la Corée, au Japon, à Taïwan, Singapour, qui ont été très rapides dans les mesures qu'ils ont instaurées et qui ont, in fine, des taux 10 à 100 fois inférieurs à ceux des pays européens. On a eu les premières indications qu'il se passait quelque chose en Chine fin décembre à peu près, quoi. Donc très rapidement sur les réseaux sociaux en Thaïlande, on a su qu'il se passait quelque chose. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pratiquement 2 millions de touristes chinois, donc il y a eu tout de suite une prise de conscience, un peu de peur, mais aussi finalement une prise de conscience qu'il fallait réagir. On était dans potentiellement une période pandémique. Très rapidement, les gens ont mis des masques parce que ça fait partie de la culture. On se protège, mais on protège les autres. Et j'avoue que quand je suis venu en France fin février, où j'avais été invité, j'avais pas trop envie d'y aller, mais on m'a poussé en disant non, il n'y a aucun souci, tu peux aller en France faire ta conférence. J'ai atterri à Charles de Gaulle, j'ai pris le RER et là, j'ai vraiment eu peur. C'est-à-dire, je me suis retrouvé finalement dans un endroit où personne ne prenait aucune précaution, sans masque. Moi qui avais mon masque, j'ai même pas osé le mettre parce que je me suis dit tout le monde va me regarder comme si j'étais infecté, potentiellement porteur d'un virus potentiellement dangereux, quoi. Of the 48 new cases confirmed outside China yesterday, 40 were on board the Diamond Princess cruise ship, which is currently quarantined in Yokohama. Lorsque la pandémie a débuté, le secrétaire général de l'ONU, Xavier Guterres, donc, avait dit qu'il était certain qu'il y aurait des millions de morts sur le continent, donc il s'inquiétait pour l'Afrique. Le directeur général de l'OMS avait demandé aux Africains de se réveiller. Et l'épouse de Bill Gates, Melanie Gates, donc, avait dit qu'elle craignait qu'il y ait des cadavres dans les rues. Je pense qu'on s'attendait à ce que l'Afrique explose. L'Afrique n'a pas explosé, en tout cas pour le moment. Je pense que c'est aussi dû au fait que sur le continent, les mesures ont été prises très tôt. Nous n'avons pas sous-estimé quand même cette maladie. Si je prends l'exemple du Sénégal où avec 5 cas, les frontières ont été fermées, les écoles ont été fermées. Donc vous imaginez un peu que le Sénégal s'est mis très tôt. Et l'Afrique, je pense que globalement, les pays se sont engagés très tôt à prendre les mesures fortes. Tonight, you're minimizing the risk, the danger of the virus. Are you telling the Americans, except for the ones who are sick, not to change any of their behaviors? No, I think you have to always, I do it a lot anyway, as you probably heard. Wash your hands, stay clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. You do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, Le discours médiatique qui était tenu à ce moment-là, c'était un discours très très fort, ce n'est qu'une grosse grippe. Nous sommes prêts à tester les premiers cas que nous aurions en Belgique et des choses comme ça. Et il y avait eu déjà l'expérience de H1N1, il y avait eu plusieurs débuts de pandémie, d'épidémie en Chine, voilà, avec des pétards mouillés. Ça avait valu des critiques à des ministres, je me souviens à l'époque, parce qu'ils avaient acheté trop de vaccins, etc. Donc on était plutôt dans la moquerie encore. Bon, ils en font trop, qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque? On n'a jamais mis de masque ici. Ils se sont dit, on va pas paniquer, parce qu'on avait paniqué pour la grippe aviaire H1N1. On avait aussi, au départ, des taux de décès qui avaient l'air très importants, et puis il s'est avéré qu'ils étaient beaucoup plus faibles. Et donc, on va essayer d'éviter de refaire la même erreur. Il ne faut pas négliger, je dirais, la trace dans la mémoire collective de la santé publique de cette pandémie H1N1. Comme vous, en touriste, j'ai visité notre globe. J'ai pris le bateau, j'ai pris l'avion.
J'ai voyagé à la vitesse de l'éclair parce que vous m'y invitiez. Vous étiez mon véhicule. Puis il y a les premiers cas qui sont renseignés en Iran, les premiers décès en Iran. Et moi, pour les premiers décès de l'Iran, pour moi, c'est vraiment la charnière. Je me dis, tiens, on n'y coupera pas. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. Il se fait que l'Italie est un des pays, sinon le pays qui est touché le premier et le plus violemment. Son service, enfin c'est un des pays où le système de soins de santé a été débordé. Où des gens sont morts faute de soins, tout simplement parce qu'on était à bout de capacité, à la fois humaine et technique, pour s'en occuper. Et alors vous avez des épisodes où des masques ou des respirateurs qui devaient arriver en Italie n'arrivent pas. Mais écoutez, enfin, comment est-ce que vous ne hurleriez pas de colère? Il y a eu une dizaine de jours début mars où la perception de la solitude en Italie était forte. Malheureusement, l'épidémie s'est étendue à d'autres pays européens. Puis à la fin du mois de mars, le problème n'était plus un problème italien, mais clairement un problème qui touchait l'Europe, de la Suède à la Grèce. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Le feu prenait là où finalement les risques étaient les plus élevés, c'est-à-dire dans des pays notamment qui avaient un grand nombre de maisons de retraite, d'EHPAD, de maisons dans lesquelles les gens les plus âgés, les plus fragiles, dont on a vu l'importance, étaient concentrés. Et dès que rentrait le virus dans ces structures, à ce moment-là, le taux de mortalité pouvait monter jusqu'à 30 à 50%. C'est un virus qui est très peu mortel, mais qui circule beaucoup, qui a circulé très très vite. Et donc c'est un problème statistique, c'est-à-dire que si tu n'as que 2% de mortalité sur un virus, mais que tu as 10 millions de personnes qui sont touchées, forcément le nombre de morts, il est colossal, quoi. Donc ce virus est virulent, mais il est virulent pour les personnes les plus vulnérables. Très clairement, c'est le cas. Une personne de 92 ans, quand elle est faible et qu'elle attrape le coronavirus le mardi, elle décède le jeudi. On a des temps extraordinairement courts qui montrent cet impact majeur sur des organismes qui n'ont plus les moyens de défense. Se nam ti nos pitim
Normandie étourée des montagnes et garnie de oiseaux. J'ai fini par me répandre sur l'ensemble de la planète. J'ai même investi les recoins du monde qui échappaient encore aux dents de votre machine. Il y a beaucoup de cas négatifs. Et ça a été confirmé. Je vous explique ça parce qu'on était tous en contact. Depuis le début de la pandémie, on a été tous en contact. Et le plus probable est qu'on soit tous infectés, si les tests ont été exacts. Donc je dis à toute la communauté qu'on ne doit pas paniquer. Nous avions peur. Mais ce n'était pas la première fois que les peuples indigènes étaient confrontés à une pandémie. Il y a eu la variole, la rougeole, entre autres. Depuis 500 ans, on nous a apporté de nombreuses maladies, comme la syphilis. Et ici, à Sarayaku, nous nous sommes adaptés. Notre peuple s'est toujours battu. Il y a eu le virus de la colonisation, le virus de l'esclavage, le virus de l'exploitation, le virus de l'aliénation des valeurs humaines et la destruction des cultures des peuples de la forêt. Et nous autres, les humains, nous sommes également des virus. Nous détruisons la Terre, nous sommes une pandémie. On nous donne une leçon pour que toute l'humanité puisse réfléchir et ainsi imaginer un nouvel avenir. Ne sommes-nous pas, vous et moi, des terriens? Pourquoi dès lors ne pas apprendre à vivre ensemble? Vous me faites la guerre sous prétexte que j'empêche la planète de tourner. Mais tournait-elle si rond avant que je ne surgisse? Je n'ai jamais fait que révéler la faiblesse de votre immunité. Ce que nous a montré ce virus, ce grain de sable, c'est que notre monde interconnecté, notre système monde, était devenu très vulnérable. Il était paradoxalement puissant et vulnérable. Et peut-être même c'est parce qu'il était surpuissant qu'il était vulnérable. Je suis très étonné de découvrir à l'occasion de cette pandémie que la plupart des médicaments indispensables sont fabriqués en Chine et que les masques aussi sont fabriqués en Chine et que la France n'a pas d'autonomie de production de produits médicaux de première nécessité. Et ça, c'est vraiment un choc. La mondialisation, je la voyais par rapport aux fruits, aux légumes, à la viande, aux produits industriels, mais pas à des produits de première nécessité, comme le sont des médicaments en cas de crise. Et pour moi, cette crise, c'est la fin de l'illusion de la mondialisation. En tout cas, le virus a démontré que ces chaînes de valeur internationales à flux tendu, sans stock, sont extrêmement peu résilientes au moindre petit choc. Au tout début du confinement, par exemple, l'armée française a été réquisitionnée pour s'entraîner à la distribution de nourriture. Donc, c'est-à-dire que les autorités publiques commençaient à se demander si on arriverait à donner à manger à tout le monde. Et on en était là quand même, en mars dernier. Donc la globalisation marchande a fragilisé tout le monde, a plongé la totalité de la planète dans une forme d'interdépendance qui n'est pas vertueuse. Ce n'est pas l'interdépendance des synergies, c'est l'interdépendance des fragilités. C'est-à-dire que cette interdépendance fait que s'il y en a un qui est fragile, tout le monde est fragile à cause de lui. Au début, nous avons eu des blocages douaniers. Des pays qui produisaient du matériel médical, notamment l'Allemagne et la France, avaient bloqué les exportations vers d'autres pays européens. Il n'y a eu aucune coordination internationale, même au niveau européen, à part sur l'aspect de la reprise économique, sur l'aspect sanitaire.
Il n'y a eu aucune coordination au point que les États ont dû fermer les frontières entre eux, se sont parfois volés des cargaisons de masques sur des tarmacs d'aéroports entre pays européens. Quand même découvrir que même la France l'a fait, que un convoi de masques ou de médicaments destinés à une autre ville ou à un autre pays était accaparé par la ville ou le pays dans lequel ce convoi passait. C'était quand même la dénonciation la plus terrible de l'illusion d'une humanité décidée à s'entraider collectivement. C'était chacun pour soi. La machine et moi, nous ignorons vos frontières. Pourquoi tenez-vous tant à ce concept? D'où vous vient ce besoin de cloisonner, de diviser, de monter des murs? De quoi avez-vous si peur? Pendant des millénaires, vous marchiez nus parmi le vivant et vous avez survécu. Votre force résidait dans votre incroyable capacité à être ensemble. Le coronavirus a bien sûr complètement bouleversé les règles européennes et les a partiellement balayées. L'accord de Schengen et la libre circulation des personnes ont été partiellement suspendus, ce qui était déjà le cas lors de la crise dite des réfugiés en 2015. L'objectif de déficit d'un maximum de 3% du produit intérieur brut a soudainement été suspendu, ce qui était déjà partiellement le cas aussi lors de la crise financière de 2008-2009. Et quant à la question de la solidarité, elle n'est toujours pas résolue. Qui paiera pour la crise? Car si on examine ce qui s'est passé en 2008-2009, les coûts de la crise ont été répercutés sur les pays du Sud de l'Europe et la même situation est en train de se reproduire. This pandemic is putting our societies under serious strain. The well-being of each EU member state depends on the well-being of the whole of the EU. We are all in this together. Certamente. Il est certain qu'à l'époque où le président français et la chancelière allemande se sont rencontrés, il est devenu évident que s'il n'y avait pas de solidarité avec les pays en grande difficulté, on prenait le risque de mettre le feu à la maison. Parce que le marché unique du point de vue économique et Schengen, et tout ce que nous avons construit au cours des 60 ou 70 dernières années, sont si importants que personne ne voulait prendre le risque de ruiner tout ça. Do you see any convergence now, given the urgency of the crisis here, towards a compromise level around there? Or do you think the divisions are just as wide as ever when it comes to precisely around it? It's totally right that there is a real sense of urgency, and it's important to work very hard and to take decisions. L'ampleur exceptionnelle de la crise faisait que progressivement, tous les leaders comprenaient bien que c'est ensemble que l'on devait progresser, parce que quand bien même un pays ferait un peu mieux que les autres, ce qui était le cas au début, certains ont fait mieux que d'autres, très rapidement la réalité nous rattraperait tous, parce que nous sommes tellement interconnectés, tellement interdépendants, que si nous ne pouvons pas faire reculer partout le virus, nous sommes tous extrêmement fragiles. Cette pandémie montre de manière extrêmement brusque et douloureuse que nous sommes interconnectés et que ceux qui voulaient créer l'illusion idéologique que c'était le nationalisme replié sur soi-même qui serait la solution, mais sont confrontés à la démonstration éclatante qu'ils se mettent le doigt dans l'œil et qu'ils se trompent et qu'ils sont dans la mauvaise direction. Je suis un peu inquiète. Là, je tousse quand même pas mal, surtout la nuit. Et depuis 2 jours, je chauffe la nuit en fait. Ok. Est-ce que vous avez pu être en contact avec quelqu'un qui s'est avéré être positif pour le coronavirus? Alors, il y a 2 semaines, on avait une espèce de réunion de famille et il y a quelqu'un qui a fait le test et il était positif. D'accord, oui, ok. Maintenant, je suis inquiète parce que je vis avec ma grand-mère et donc je suis un peu inquiète pour elle aussi. D'accord. Et je dois mettre un masque? Alors c'est mieux en effet, je sais qu'il y a une grosse pénurie, mais si vous arrivez ne serait-ce que mettre un tissu, comme ça va bloquer les grosses gouttelettes.
Vous avez envoyé au front celles et ceux qui, lors de vos multiples guerres, étaient en deuxième ligne pour tirer des bouts de vie de l'ombre de la mort. Et là s'est engagé ce qu'il faut bien appeler un véritable corps à corps, où beaucoup sont tombés. Mais est-ce ma faute si vous n'étiez pas prêt ? Voilà, on va vous aspirer, madame. Ça, c'est pas très agréable. Voilà, je passe la sonde. Progressivement, en France, mais je crois aussi dans d'autres pays, dans quelques autres pays, au long des années, on a diminué la force de l'appareil hospitalier public. Donc tout ce qui relève du service public, c'est soit inutile parce que ça coûte cher et qu'il faut des impôts pour ça, ou soit ça ne serait bien que si c'était privatisé. Ce qui fait que quand est arrivée cette pandémie, qui n'était pas gravissime en soi, mais ce qui la rendait grave, c'est qu'on pouvait avoir un très grand nombre de gens qui étaient malades à un moment donné et qu'il fallait les soigner, on n'avait plus les capacités pour les soigner. On arrive. Elle arrive. Oui, ben on arrive. On fait ce qu'on peut. Tu le branches? 35 descentes avec des sautures. Vous avez où? Ouais, au 2. Dès qu'elle est rentrée, je me suis mise à masser. Dès que je suis rentrée, je me suis mise à masser, on n'avait pas de... Ok. Pour la mettre sur le lit. Il y a quelque chose que tout le monde a vécu pendant cette crise, à un degré ou à un autre, c'est l'angoisse de la mort. Alors, il faut bien comprendre qu'avec ce virus, il n'y avait pas seulement l'inquiétude d'attraper la maladie, il y avait aussi l'inquiétude d'avoir attrapé la maladie, de ne pas le savoir, d'être asymptomatique et de la donner à nos proches. Mais il n'y avait pas seulement la mort physique, il y avait aussi le risque de la mort sociale. Parce que pour beaucoup de gens, il y a eu une crise économique terrible là derrière, risque de perdre son emploi, de faire faillite, voilà. Et puis n'oublions pas aussi le risque de la mort psychique, hein, c'est-à-dire que rester toute la journée chez soi, notamment pour des personnes seules, c'était l'angoisse du vide. Donc toutes ces angoisses de mort ensemble ont provoqué un véritable stress aigu, puis un stress chronique, dont on voit encore les effets chez beaucoup de gens. Nous rappelons que des mesures renforcées sont d'application afin d'éviter la propagation du coronavirus, à savoir, serrez-vous de loin sans le moindre contact physique, gardez des distances entre vous d'au moins 1,50 m, se promener pour prendre l'air et faire de l'activité physique en plein air est permise en famille ou avec un ami, mais en respectant obligatoirement la distanciation sociale. Restez au maximum chez vous, seuls les déplacements essentiels sont autorisés. En cas d'infraction ou de raison TV, prenez soin de vous et des autres. Merci pour votre collaboration. On est au XXIe siècle. On n'a pas eu la capacité de nous mettre en ordre de marche, alors qu'on se pense comme ayant des technologies les plus sophistiquées du monde. On a dû recourir à des techniques qu'on a utilisées contre la peste. Mettre tout le monde en confinement, arrêter tout. Ça, c'était vraiment une illustration de notre non-préparation et en fait, une très belle illustration du fait que nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie. Que pour faire face à nos défis sociétaux, eh bien, si on continue comme on le fait, eh bien, on va aller droit dans le mur. Je vous ai privé de liberté. Je vous ai isolés les uns des autres, certes. Mais accordez-moi ceci. N'est-ce pas justement ce vers quoi la machine vous pousse depuis plusieurs décennies déjà ?
en étant confinés, on a été forcés de vivre quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, qu'on voulait peut-être pas vivre en tout cas. Epidemic hits, governments having been prepared in advance and going through simulations, that will help them make the decisions that are only in their hands. Pour moi, ce qui est très fort, c'est que ça nous a mené directement à l'essentiel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté leur activité, pas tout le monde, et en arrêtant, waouh, ça leur a fait du bien. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont bien vécu ce confinement, et d'autres qui ont été confinés à un endroit où ils ne voulaient pas être. On nous a dit, continuez à travailler devant vos écrans. Faites de l'enseignement au loin, sur les écrans. On nous habitue à tout ça. Et ça, c'est le projet du néo-capitalisme, de la machine à l'heure actuelle. Faire en sorte que la technologie se développe de plus en plus, avec de l'intelligence artificielle, avec de la numérisation généralisée, avec la 5G, avec de plus en plus de machines, de dissoudre les liens humains, de mettre de plus en plus les humains à distance, médiés par des écrans, médiés par Internet, médiés par les ondes de la 5G ou autre, et puis de nous isoler les uns les autres. On a aussi redécouvert en creux à quel point les êtres humains sont des animaux relationnels. Que quand on est privé de la possibilité d'être en relation les uns avec les autres, ça fait mal et c'est pas naturel. Pour moi, le plus difficile dans le confinement, c'était de ne pas voir mes amis. J'ai pas pu faire de bisous à ma famille et c'était triste. Avant, ma grand-mère, elle venait tous les samedis. Maintenant, elle ne vient plus parce qu'elle a peur de se faire contaminer. Au bout d'un moment, on en a marre. On pouvait se reposer pendant les 2 premiers mois, mais après, ça commençait à devenir saoulant. On était ennuyés, je m'ennuyais. C'était dur de faire que rester à la maison, c'était pas amusant. C'était difficile de vivre comme ça. Ce qui était cool, c'est que quand je regardais par la fenêtre, c'est que la rue était bien propre. Quand il pleuvait, ça sentait la pluie, ça faisait du bien. Le confinement nous a servi à arrêter la pollution. Il y avait les oiseaux, les pigeons. C'était mieux. Pendant ce confinement, il y a une rupture de la normalité qui a fait que tout le monde s'est mis à imaginer l'après. Est-ce que cette rupture allait changer notre monde au point qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre après? Alors après, ça veut déjà dire qu'il allait y avoir une fin de crise, ce qui n'est pas vraiment sûr, parce qu'on pourrait coexister avec ce virus longtemps. Mais en tout cas, ça a stimulé les imaginaires, et ça, c'était plutôt enthousiasmant. Et puis, ça a révélé ce qui ne voulait pas changer. Certains se sont dit, non, il ne faut surtout pas que le virus change notre monde, parce qu'il était très bien avant. Et donc là, on avait une sorte de traumatisme des populations qui pouvait laisser entrevoir un changement vers le pire, mais vers le meilleur aussi. Avant cette crise Covid, j'étais très pessimiste sur comme ça, l'avenir de nos sociétés, parce que, il n'y a pas tellement de choses joyeuses, quoi. Il n'y a pas tellement de perspectives. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est fou, on arrête tout, on arrête toute l'économie pour sauver des personnes inactives. Ah,
On a été capable de faire ça. Pour la première fois, et en fait, ça nous rappelle une évidence, on a mis la vie avant l'économie. Ça nous rappelle en fait que la raison d'être de l'économie, c'est de servir la vie et pas l'inverse. Autrement dit, si pour sauver la vie, il faut faire mal à l'économie, on fera mal à l'économie. Pendant des décennies, c'est l'inverse qui s'est passé. J'aimerais porter à mon crédit une pièce à conviction déterminante. Avant que je n'en grippe la belle mécanique, votre machine elle-même semblait négliger ses rouages les plus essentiels. Avant la crise, je faisais parfois une expérience de pensée avec des étudiants. Imaginons qu'une sorte de catastrophe naturelle est en train de se produire et que certaines personnes ne peuvent plus continuer à travailler. Quelles sont les professions nécessaires pour que la société continue de fonctionner? Et on s'aperçoit très vite que ce ne sont pas ceux qui normalement sont au centre de l'attention. Ce ne sont pas les banquiers. Ce sont les gens qui s'occupent des personnes âgées, des malades et des enfants. Ce sont les gens qui remplissent les rayons des supermarchés, ceux qui assurent la sécurité dans la rue. Évidemment, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les instituteurs et les institutrices, les caissiers, caissières de supermarchés, les éboueurs. Les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées. Pourquoi? Parce que si les machines d'évacuation des eaux usées tombent en panne et que personne ne vient les réparer, alors là, c'est tout le monde qui meurt en quelques jours. Parce que là, vous avez du choléra, vous avez tout, la gale infectieuse qui arrive, et voilà, et tout le monde est mort. Donc, or, les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées sont très mal payés. Voilà. Donc, ce que le virus a révélé, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui exercent tout à fait au bas de la pyramide sociale les activités qui sont les plus centrales pour que tous les autres, en fait, puissent exister, sont très souvent les plus mal payés de notre société. D'autre part, des postes tels que celui de gestionnaire de fonds spéculatifs sont payés des millions d'euros ou de dollars par an. Et l'on peut se demander quel avantage ce travail apporte réellement à la société. Lors de la crise financière de 2008-2009, il est apparu clairement que ces gestionnaires ont conduit le système économique mondial vers le gouffre. Parce que finalement, on ne devrait pas se dire tel métier est plus important que tel autre. Moi, je crois un banquier, c'est utile malgré tout. Il ne faut pas raconter d'histoire. Un président de la République, et voilà, tous les métiers sont utiles. Mais il ne devrait pas y avoir de tel écart de salaire. Il ne devrait pas y avoir de tel écart de salaire. Alors, on a des écarts de salaire qui vont de 1 à 300 ou 400. Nous, cultureux, comédiens, artistes, gens du spectacle, du théâtre, on avait vraiment le sentiment, j'étais pas tout seul, d'être mais vraiment totalement oublié. C'est-à-dire mis sur le côté, on verra plus tard. Hein, ça, parce que là, pour l'instant, on est en train de s'occuper de sujets sérieux. Oh la vache. Fait bizarre. D'un coup, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Je comprends mieux le gouvernement d'un coup. Bon, calme-toi, allons-y. Allez, voilà. Bonsoir. Ben non. Bonsoir personne. Alors, donc, on a entendu tellement de conneries pendant cette période que maintenant, j'ai décidé que c'était mon tour. Voilà. L'idée du spectacle, c'était vraiment de filmer ça dans une salle vide pour montrer à quel point on était arrivé dans une situation, dans un non-sens, mais total. Je pense que c'est l'ambiance du nouveau monde dans lequel nous allons vivre dans les années à venir. Et ça me fait extrêmement peur. Dans quel monde vivons-nous? Dans un monde où on ne veut plus voir le sang couler, de taureaux dans l'arène, ni de cercueils dans la rue. Nous voulons des guerres sans mort, des routes sans accident, des journées sans tabac, de l'alcool sans alcool, du steak sans viande, la vie sans la cruauté de la vie, une existence sans virus. Nous vivons dans le virtuel, c'est-à-dire que nous ne sommes plus humains. Je ne suis pas la maladie, je ne suis qu'un symptôme.
un miroir dans lequel se reflète l'état de santé de tout votre système. J'ai gommé les foules qui peuplaient vos rues, et toute la misère du monde vous a soudain sauté à la figure. Mais cette misère-là, vous en conviendrez, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Il y a un truc qui était frappant, c'est qu'on n'a jamais été aussi visibles, nous autres, en tant qu'SDF, parce qu'il n'y avait plus que nous dehors, ou presque. Mais ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'on était tout seuls. Là où tout le monde devait soi-disant prendre des mesures prophylactiques, eh ben nous autres, on nous a coupé toutes les fontaines à eau, tous les WC, tous les, y compris les bistrots. On est habitué à côtoyer des maladies, on est habitué à côtoyer des problèmes, on est habitué à prendre des mesures de précaution, donc il n'y a aucune raison pour qu'on ait peur. Non, l'être humain est infiniment plus agressif, dangereux et mortel que le virus. Je pense que le virus est déterminant parce qu'il aggrave la situation de beaucoup de gens. La situation de tous ceux qui n'ont pas accès aux soins, à l'hygiène est déjà précaire. Déjà, ils étaient sans travail. Cela aggrave tous les problèmes existants. Mais c'est loin d'être le seul souci. Cela a un effet multiplicateur sur les choses qui n'allaient déjà pas avant. J'étais au début du confinement en Italie, à Rome, donc j'ai eu le droit de me déplacer pour aller sur mon lieu de travail et au bout de 2 jours, j'ai rencontré un SDF italien, romain, qui déambulait hagard en criant « Femme, j'ai faim, j'ai faim », comme dans un mauvais film d'horreur, sauf que c'était la réalité. Et donc ça, c'est un petit exemple vécu, personnel, de quelque chose de beaucoup plus général, qui est que le confinement a plongé dans la misère énormément de personnes. Donc le Secours catholique en France vient de sortir les chiffres et révèle que l'explosion de la pauvreté qu'on a connue en France à cause juste de 2 mois et demi, 3 mois de confinement, a induit un taux de pauvreté qui était inédit en France depuis 1945. Donc c'est absolument hallucinant. Effectivement. Voilà. Le pain, vas-y Franco, donne-en 4, hein, parce qu'il y en a. Hein. J'attends ma boîte. On voit arriver des gens qui, à la limite, sont bien sous tout rapport, mais quand on creuse un peu la situation, on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont strictement rien, parce qu'ils n'ont droit à rien. Il y a une quantité de gens qui étaient dans un système parallèle à la société et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés, mais sec de chez sec. Moi, je pense que la crise est une crise sociale catastrophique. Et je pense qu'on va de plus en plus voir des gens qui vont arriver vers nous ou d'autres structures parce qu'il y a plein de sociétés qui vont se casser la figure. On parle déjà chez Renault de fermeture, chez Hyundai, et c'est là. Donc on va vers une crise économique mondiale, mais structurelle, profonde. Pendant cette période-là, c'était angoissant. Tout était à l'arrêt, on aurait dit que c'était un peu à l'abandon. En temps normal, l'activité dans l'usine, c'est vivant, c'est très actif, c'est très bruyant aussi. Et ça bouge dans tous les sens, quoi. Moi, ma crainte, c'est que ça perdure longtemps. Nous avons été contraints d'arrêter pour la raison principale, c'est que mi-mars, on a pu constater une propagation accélérée du virus qui avait aussi entraîné auprès de nos fournisseurs des difficultés d'approvisionnement. Et puis on constatait aussi une chute rapide des commandes de véhicules. C'était intéressant la pandémie au niveau économique parce qu'on avait une crise à la fois de l'offre et de la demande. Alors qu'on s'attend parfois à des crises de l'offre ou des crises de la demande. Voilà, le prix varie. Et là, c'est les deux.
On a une crise de la demande parce que toute une série de ménages se sont repliés chez eux, ont commencé à épargner en se disant « Oh là là, que se passe-t-il ?» et puis ont arrêté de consommer, en tout cas de dépenser. Et puis on a une crise de l'offre parce que ces ménages qui n'allaient plus travailler n'ont pas produit et donc du côté du secteur productif, on a un manque de production. On a les deux en même temps, quasi simultanément. Ça, c'est nouveau. C'est comme si l'économie européenne et l'économie mondiale avaient subi un choc comparable à celui d'une guerre. 105 pays ont demandé l'aide du Fonds monétaire international, ce qui est incroyable et sans précédent. La définition des économistes d'une récession, c'est lorsque 2 trimestres d'affilée, le produit intérieur brut d'un État ou d'une région est en recul. Alors, en recul de 0,5%, de 1%, on dit « Oh, récession, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que la croissance ». Ici, la pandémie a provoqué au premier et surtout au deuxième trimestre des reculs de l'ordre de 10, 15, 20% de PIB d'une année sur l'autre. Autrement dit, c'est un choc macroéconomique qu'on n'en a pas connu de notre vivant. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les finances publiques de la majorité des États sont beaucoup plus dégradées qu'en 2008. Donc, à la fois l'effondrement d'une partie de l'économie réelle et la possibilité d'un grand krach financier auraient des conséquences encore beaucoup plus dévastatrices en 2020, 2021, 2022 qu'en 2008. Ça, c'est certain. Je ne fais qu'accélérer un processus qui était inéluctable. Tout ce qui vous arrive était inscrit dans le génome même de la machine. Chers humains, ne m'accordez-vous pas trop d'importance. Je ne suis qu'un grain de sable, un petit bout de code génétique. Un grain de sable dans une machine ne peut généralement avoir un réel effet que s'il existe déjà une sorte de grande vulnérabilité dans sa mécanique. La crise du corona est donc l'occasion rêvée pour le capitalisme de rendre cette crise financière pratiquement invisible. Le système économique dans lequel nous étions engagés était un système dans lequel un grand nombre de mécanismes semblaient fonctionner automatiquement, sans que personne n'en ait le contrôle. Et globalement, on a eu l'impression que nous avions affaire à une machine très difficile à contrôler, une machine dont nous ne pouvions parler qu'en termes abstraits, et qui échappait au contrôle démocratique. Il y a une douzaine d'années, en 2007-2008, nous avons été frappés par la crise financière que le résultat des politiques de dérégulation pratiquées un peu partout dans le monde. Et donc, les citoyens ont payé à peu près 2 fois. Ils ont payé une première fois, parfois en perdant leur emploi, en subissant l'impact économique de la crise sur leur vie. Et puis après ça, on leur a demandé de restaurer les finances publiques. Et comme, évidemment, les plus riches et les plus grosses entreprises ne payent pas leur juste part, ce sont les autres qui payent. Et donc, on a pratiqué ce qu'on a appelé les politiques d'austérité. On a réduit les dépenses, on a augmenté les taxes. Et donc, on ne mesure pas, je pense, l'effet que la crise financière elle-même et la réponse à la crise financière a eu sur la confiance que les citoyens ont dans leurs institutions démocratiques. Que ce soit en France ou en Allemagne, les citoyens ont constaté que les États font souvent cause commune avec les grands groupes et ne se soucient pas du tout des couches les plus pauvres de la population. C'était flagrant lors des manifestations des Gilets jaunes, car toute une classe de citoyens en France s'est montrée complètement ignorée par le programme néolibéral. 42 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et une division sociale aussi énorme, même dans des pays comme la France et l'Allemagne, ne peut être maintenue sans violence. Si on n'a pas une réponse à la pandémie, une réponse à la crise économique consécutive à la pandémie, qui, de manière mesurable, tangible, réduit les inégalités, alors je pense que la révolte grondera extrêmement fort. Je pense que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes sera une promenade de santé par rapport à ce qu'on connaîtra.
Je vous ai coupé la parole, mais qu'aviez-vous donc de si important à dire? Sachez que votre silence arrange la machine. Elle n'écoute jamais que le ronronnement de son propre moteur. Le virus nous a bâillonnés. Je pense que c'est temporaire, parce que le ferment de la colère, il est toujours là. Et le couvercle, il est de plus en plus fort. Et donc si on maintient le couvercle encore plus fort, ça va finir par péter, parce que les causes fondamentales de la colère sont toujours là. Ce désir de contrôle est dans l'ADN de tous les régimes, démocratiques ou pas. Mais les régimes qu'on croyait les plus ouverts, on s'est rendu compte que, tiens, durant une crise de ce genre, leur velléité était de contrôler les groupes, les populations, les masses, ce que Foucault appelle la biopolitique, c'est-à-dire il y a un problème de santé et on se sert du prétexte de la santé pour avoir un contrôle sur les corps. On clame partout la liberté d'expression, les libertés fondamentales, mais les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire sur les mesures qu'il fallait prendre. Pendant toute cette période du Covid, alors là, on l'a vu, on l'a traité comme des enfants. Il y a alors petit 1, petit 2, petit 3, voilà, et ensuite vous allez faire ça. D'abord, on n'a pas besoin d'être traités comme des enfants, parce que ça crée quelque chose de terrible derrière. Les enfants ne sont pas responsables. Moi, on m'a dit que j'étais un enfant, donc il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà. Puis les enfants désobéissent aussi un peu, hein. Quand les citoyens sont impliqués, les citoyens sont la solution au problème. Les citoyens, c'est eux qui peuvent faire en sorte que la politique sanitaire soit efficace ou pas. S'il y a des rebonds dans certains pays, pas dans d'autres, c'est évidemment parce qu'il y a une meilleure appropriation des règles par les citoyens. Les enfants, allez jouer, faites attention à vous, lavez-vous bien les mains et restez quand même bien à l'intérieur et vous approchez malheureusement pas trop. Voilà, c'est pour vous protéger, c'est pour protéger tout le monde. Et puis c'est juste à droite. L'entrée du truc est juste là. Ils sont tous juste en... Ouais, Paul Brie, 29-13. On commence à recevoir des projectiles venant des immeubles aux alentours. Moi, ce qui m'a mis hors de moi, mais pourtant je n'étais pas surpris, c'est à quelle vitesse nous avons, en grande majorité, accepté que la démocratie n'existe plus. Parce que vraiment, pendant 2 mois, nous étions hors démocratie. Avec des petits drones qui volaient autour, rentrez chez vous. On avait l'impression d'être dans un mauvais film. Police nationale, pandémie Covid-19. Si vous n'avez pas de motif valable ou d'autorisation, rentrez chez vous. Ce qu'on peut craindre, c'est que les injonctions qui nous sont données au nom de la santé dans la pandémie du Covid deviennent permanentes. Et s'ajoutent à ce qui est déjà devenu permanent. Parce qu'avant, on nous disait quoi? Le danger du terrorisme, qui était un vrai danger, je n'en doute pas. Mais après 2001, et puis 2015 en France, et puis les attentats en Belgique, et puis à Londres, etc., à chaque fois, les gouvernements ont remis une couche de loi au nom de l'état d'urgence ou de la lutte contre le terrorisme et qui finissent toujours par faire un corps de loi qui réprime en fait les libertés publiques. Et on ne voit pas quel gouvernement aurait le courage de réduire un jour ces mesures de surveillance parce que, évidemment, s'il y avait après le moindre problème, l'opposition et la population lui tomberaient complètement dessus. Donc ça paraît être un mouvement assez inévitable. On ne voit pas très bien comment arrêter cette surenchère. Il est très important que les droits démocratiques soient respectés dans une situation comme celle-ci, car bien sûr la tentation est toujours très forte pour les gouvernements de conserver le pouvoir qu'ils accumulent en cas de crise et d'éliminer ainsi certains droits individuels. Par exemple, nous avons de gros problèmes relatifs à la protection des données. Ces applications et de nombreuses autres mesures renforcent l'état de surveillance. Il est très important de combattre cela.
Il est assez intéressant de constater qu'on se méfie dès que le gouvernement nous contrôle. Mais en même temps, beaucoup de gens sont tout à fait disposés à donner leurs données aux grands groupes Internet, alors que nous n'avons aucun contrôle sur ce qu'ils en font, et que ces opérateurs ne sont pas démocratiquement responsables. À cet égard, nous avons une attitude très schizophrène. Lorsque le gouvernement fait quelque chose, c'est un problème. Mais lorsqu'il s'agit d'entreprises privées qui ont une position de monopole, ça ne pose aucun problème. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à accepter des restrictions très fortes de leur liberté individuelle, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à accepter des régimes autoritaires, qu'il y a une aspiration très forte à avoir des leaders qui soient des chefs autoritaires. Et ça veut dire que, quelque part, nous devons abandonner l'idée que la marche de la démocratie était inéluctable. Vous attendiez le printemps et une hypothétique libération. Vous fêteriez bientôt la fin de la guerre. Quel optimisme! Vous m'avez sous-estimé. Grave erreur, car moi, je continuais mon bonhomme de chemin. Quand on a fait le déconfinement, on était 2 mois avant les grandes vacances. On se dit, voilà, on va réouvrir l'économie pour essayer d'éviter une situation d'effondrement, dont l'impact sanitaire pourrait être beaucoup plus important que l'impact sanitaire du Covid lui-même, hein, il faut le rappeler. Puis il y avait la question des écoles, et puis on approchait des vacances, on se dit, ok, on ne prend pas trop de risques à réouvrir les écoles pendant quelques semaines. C'est pas ça qui va relancer l'épidémie de façon importante. Donc, page 37, on voit un texte avec un certain Robinson. Je vous invite à lire le texte et puis on va en discuter ensemble. Venez, j'en prie. J'essaie de toucher à rien, donc les mains jointes, c'est le mieux. Voilà, ou comme ça, très bien. Vous pouvez choisir à gauche ou à droite. Vous avez le choix. Attention à votre tête, voilà. Vous pouvez enlever le masque, le mettre juste en dessous du nez, non, le laisser sur la... Gardez la bouche ouverte, mettre la tête bien en arrière avec le menton vers haut. On passe par le nez, d'accord? C'est pas très agréable, mais ça va super vite, c'est important de ne pas bouger. C'est bon? Ça suffit. Avant l'été, au moment où on a commencé à constater que les courbes s'aplatissaient, si je peux parler comme les experts, on était conscient qu'il y avait un risque de deuxième vague. On ne peut pas dire que cette deuxième vague est une surprise, qu'on ne l'avait pas vu venir. On était conscient qu'il y avait un risque. Et c'est pour cela qu'on a tenté d'encourager les États membres à se préparer mieux, à préparer mieux aussi les stratégies en matière de testing, de tracing, afin de tenter de faire en sorte, aussi longtemps qu'on n'a pas le vaccin qui est déployé, mais que l'on ait des capacités de limiter la propagation et en limitant la propagation, de limiter l'impact négatif sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan psychologique pour la population. Parce que je pense que la perte de perspective, quand on n'a pas d'espoir qu'à un moment donné, ça va s'améliorer, c'est quelque chose qui est très très lourd pour nos concitoyens. Moi, je mesure ça parfaitement. Ça va, le confinement s'est bien passé? Ben oui, vous savez, psychologiquement, le fait que quelqu'un vous dise il ne faut pas sortir, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir. Hein. La solitude, si vous la désirez vous-même, c'est pratiquement un bienfait. Mais si on vous l'impose, ça peut être une torture. Hein.
Et vous, le confinement, ça s'est bien passé? Oui, j'en ai profité pour bricoler, quoi. Bah ouais. Je me suis levé quand j'avais envie de me lever, je me suis couché quand j'avais envie de me coucher. J'ai fait des quiches, j'ai fait des soupes. J'ai relu l'histoire du Parti communiste français. Si cette saloperie de masque, j'ai qu'une hâte, c'est de retirer ça. La porte-parole du gouvernement qui vous dit « Oh, mais moi, les masques, mais non, ça sert à rien. D'ailleurs, je sais même pas m'en servir, mais elle nous prend vraiment pour des imbéciles. » En fait, on nous a dit ça parce qu'il n'y en avait pas. Ça a fait des ordres, des contrôles, des informations, des désinformations. Après, plus personne ne croit à rien. Et ça, c'est grave. On a l'impression d'être gouverné par une bande d'amateurs. C'est grave ce qui se passe parce que je pense que dans l'avenir, ça sera encore pire. Hein. Faut bien vous attendre à autre chose. Hein. Ça, c'est un début. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, quoi? Qu'est-ce qui vraiment va mettre un coup d'arrêt à cette folie, en fait, de consommation, de violence, de déforestation. On a compris qu'il fallait changer quelque chose. Quand j'étais jeune, je militais pour une autre société, sauf que la différence, c'est que maintenant, il en va de la survie de l'humanité. Quand je me demande si mes petits-enfants pourront respirer dans 30 ans, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose qu'avant. Respirez, respirez. Vous ne pensiez plus qu'à ça. Et tandis que je m'attaquais à vos poumons, votre machine s'en prenait à ceux de la Terre. Nous avons, elle et moi, le même dilemme. Nous vivons de la destruction, aussi finissons-nous par tuer ce qui nous fait vivre. Nous sommes une forêt en mouvement. C'est ce que nous sommes. Nous formons un être vivant en mouvement. Nous défendons notre nature, nous défendons nos arbres, nos rivières, nous défendons nos poissons, nos animaux, notre air pur, notre eau propre et nos enfants. La nature réagit aux êtres vivants et le déséquilibre actuel est un message clair. Si l'homme choisit ce chemin, nous allons vers la destruction. Le climat est en train de changer. Ce n'est plus comme avant. Les mers commencent à se lever, les rayons du soleil commencent à être forts. Les produits naturels ont de plus en plus de mal à pousser. Nos rivières s'assèchent, nos lacs s'assèchent. C'est un déséquilibre de la Terre. Ce déséquilibre fait que l'être humain, au lieu de créer quelque chose qui a un sens pour la vie humaine, commence à créer des produits qui ne servent pas la vie elle-même, ni la vie des gens. C'est hyper dur de s'auto-limiter. Pour nous, les modernes, qui sommes pris dans une sorte de course à l'infini, où on ne veut pas souffrir, on ne veut pas mourir, on veut tout avoir, on veut tout posséder, on a toutes les caractéristiques d'un jeune qui fait des caprices et il a tout ce qu'il veut, et qui ne peut pas s'auto-limiter, il ne peut pas s'arrêter. On lui donne tout. Et du coup, ça donne des comportements mortifères. Il n'y a pas de système d'une force aussi créatrice d'illusions que le capitalisme. Il nous promet un progrès permanent, une croissance infinie, de la prospérité, et en même temps, il nous rend complètement aveugles aux conséquences.
l'homme a voulu, selon les termes de Descartes, devenir le maître et le possesseur de la nature. Et toutes les problématiques que l'on vit, le rapport problématique à l'environnement et à l'écologie, vient d'un imaginaire de la colonisation au sens, je dirais, étymologique du terme. Coloniser, investir, se répliquer, étendre sa vision du monde, étendre sa civilisation, étendre son rapport aux choses. C'est ce que le marché néolibéral fait. En un sens, c'est un processus parasitaire. Et ce système repose en quelque sorte sur le fait que les ressources naturelles soient disponibles à l'infini. Mais ce n'est pas le cas. Depuis les années 70, il y a eu un rapport appelé le rapport Meadows. Des gens du MIT avaient déjà montré que le système économique néolibéral tel qu'il fonctionnait n'était pas durable, qu'on épuiserait les ressources et que à l'époque, on savait déjà que 20% de l'humanité, donc l'Europe et les Amériques, pour leur modèle civilisationnel, épuisaient 80% des ressources de la planète. Si tout le monde a ce niveau de vie et cette modalité de vie, on aurait besoin de 360% des ressources de la planète que nous n'avons pas. L'écart économique entre le Nord et le Sud a été multiplié par 6 depuis les années 70. Là où la croissance économique a permis à certains de s'enrichir, elle a laissé une immense majorité de la population mondiale dans la pauvreté. Et en même temps, lorsqu'on regarde les chiffres de la biodiversité depuis les années 70, de nombreuses espèces ont disparu et la population d'animaux sauvages a dégringolé. De 60 à 70% pour certaines espèces. Le poids de tous les animaux domestiques représente maintenant l'immense majorité de tout le poids du vivant animal. On est passé à plus d'1 milliard 700 millions de têtes de vaches. Donc sans compter les vaches qui produisent du lait. C'est-à-dire que le poids des vaches est plus important que le poids des humains sur la planète. Il y a tellement de poulets sur Terre, 25 milliards de poulets sur Terre, que finalement tous les os d'animaux qu'on retrouvera en paléontologie dans les siècles futurs seront plus que des os de poulet. On n'aura plus d'os d'aucun autre animal. Si nous voulons vraiment nous débarrasser d'un virus comme celui-ci, nous devons également réfléchir à la manière dont nous pouvons contrôler un système économique qui est en fait beaucoup plus destructeur, parce qu'il remet en question la survie de l'humanité et la vie même sur cette planète au XXIe siècle. C'est de ça qu'il faut sortir. Cette conception absolument réductionniste et totalisante de l'homme qui voudrait nous réduire à une machine à produire et à consommer. C'est la religion la plus toxique qui ait été importée sur la planète Terre. À l'évidence, je ne suis pas la cause de vos problèmes profonds. Je ne suis qu'une petite vague avant le tsunami. Mais cette petite vague exige de vous déjà tant d'attention, tant d'énergie. Als jij nog, kom maar binnen, je mag plaatsnemen. Bent u rechts of linkshandig? Rechtshandig. Très vite, on a été impliqué pour aider au développement et à l'évaluation d'un vaccin Covid. En avril, nous avons eu le premier contact avec des entreprises qui voulaient savoir si on pouvait tester le vaccin sur des volontaires. Normalement, ça prend du temps pour évaluer un vaccin et le développer, à peu près 10 ans. Mais comme ici, il s'agissait d'une pandémie et d'une urgence, et que le monde entier avait besoin d'un vaccin, on a eu des pourparlers pour savoir comment accélérer le processus sans mettre en péril la santé des volontaires. Je pense qu'il est illusoire de croire qu'on va éliminer le virus. C'est très difficile lorsqu'il s'agit de virus respiratoires. C'est un nouveau virus qui s'est attaqué à l'homme. Il se propage avec succès entre humains et je crois que nous devons nous préparer à vivre avec lui.
Un vaccin peut aider à contrôler le virus et à protéger les personnes fragiles, mais le virus risque de rester parmi nous et évoluera sans doute avec les saisons, comme la grippe par exemple. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à s'en débarrasser. Tant qu'il restera un état significatif dans lequel le virus pourra pulluler et muter, tout le monde sera affecté par ce virus parce qu'il reviendra, comme la grippe, chaque année sous forme d'une pandémie saisonnière. Il suffit par exemple qu'il mute au Brésil, puis il va ressortir du Brésil et revenir dans la totalité du reste de la planète. Même le vaccin que nous aurons construit pour la version précédente du virus ne sera plus efficace contre ce nouveau virus. Il faudra recommencer, comme on le fait chaque année pour la grippe. C'était l'été, et vous n'aspiriez plus qu'à revenir à la normale, au monde d'avant. La première vague était derrière vous, et il n'y en aurait jamais d'autre. Je n'aurais été qu'une parenthèse. Et pendant que vous vous mettiez en vacances, je poursuivais mon programme. Il a souvent été dit lors de la crise du coronavirus que nous devrions revenir à la normale le plus rapidement possible et que c'est ce que tous les gens souhaitent. Notre chancelière Angela Merkel l'a souvent dit. Maintenant, il est vrai que la normalité comme elle était avant n'était pas très belle pour tout le monde. C'est une normalité qui remet en cause la survie de l'humanité car nous nous dirigeons vers un changement climatique catastrophique. Moi, je ne dis pas que tout était normal. Je dis toujours revenir ou retourner à la vie d'avant, mais je ne dis pas retourner à la normale. Et d'ailleurs, ce que nous considérions comme normal avant était en réalité insoutenable dans le futur. Beaucoup de gens n'auront plus les moyens de vivre à cause de la crise du climat et du dérèglement climatique. 25% de la population humaine n'aura plus un accès suffisant à l'eau en 2050. Mais nous ne pouvons pas vraiment imaginer à quoi ce monde va ressembler, parce que cela signifie qu'il y aura énormément de conflits pour une ressource aussi banale que l'eau. Gilet pour les adultes. Ouvrez les ceintures. Les gens vont devoir se déplacer pour trouver de l'eau. Mais où iront-ils si l'endroit est déjà occupé? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment imaginer combien de crises nous allons observer dans les prochaines décennies. Les enfants de ceux qui ont créé cette situation ne sont pas responsables. Ils n'ont pas à assumer. C'est ce que les puissants de ce monde devraient penser. Que veulent-ils laisser à leurs enfants? Que veulent-ils? Assurer la vie de leurs enfants? Ou la mettre en péril? Le cerveau humain a évolué de façon à se concentrer sur les problèmes immédiats. Le virus, c'est quelque chose que les gens peuvent voir, sentir, éprouver tout de suite. Tandis que la crise environnementale est quelque chose qui, pour la plupart des gens ici, n'a pas d'impact immédiat. Quelque chose qu'ils perçoivent comme étant encore assez éloigné dans le futur. Avec les feuilles sont aussi tombées vos illusions. Fini l'utopie d'un monde d'après, différent. Fini l'idée même de revenir au monde d'avant. À nouveau reclus, vous me regardiez surfer sur la deuxième vague. Vous n'aviez même plus la force d'applaudir les héros qui remontaient au front. Je suis absolument convaincue qu'une grande majorité de personnes sur cette planète veulent du changement et possèdent les bonnes valeurs.
Elles veulent prendre soin des autres et prendre soin des générations futures. Mais elles ne savent pas comment renverser le système. Elles ne voient pas quel impact elle pourra avoir et comment. Il y a une tendance de l'être humain que tous les gouvernements ont toujours encouragée, c'est une tendance à la délégation des responsabilités. C'est-à-dire, je ne sais pas comment me protéger moi-même, mais je vous élis, je paye mes impôts et vous me protégez. Aujourd'hui, cette protection, ce parapluie dont on attendait toujours que l'autorité l'ouvre pour nous, ben, l'autorité n'est plus capable de l'ouvrir. Et donc, du coup, on est obligé d'accepter l'idée qu'on va devoir se protéger soi-même. On va devoir se prendre en charge. Et je pense que ça va être ça le grand enjeu du XXIe siècle. Ce conflit entre des gens qui vont dire « on vous protège, mais acceptez de renoncer un peu à votre vie privée et vous serez d'autant mieux protégé ». Et puis un autre courant qui va dire « non, on préfère s'organiser nous-mêmes à notre échelon local, fabriquer notre électricité, nos produits, voilà, et puis avoir notre propre gouvernance locale avec des gens qu'on connaît, avec des gens auxquels on fait confiance, et on préfère s'organiser comme ça. » Aujourd'hui, nous avons une telle asymétrie des rapports de force que même le pouvoir est devenu invisible. Il est organisé en grands réseaux et n'est plus à notre portée. Si nous voulions changer quelque chose, nous ne saurions donc même pas par où commencer. Par opposition, à l'époque féodale, on voyait de loin la robe violette de la classe dirigeante dans les palais. On savait où aller avec les fourches et les faucilles si l'on voulait changer quelque chose. Si les gens ont aujourd'hui un grand besoin de changement, ils ne savent pas où aller avec leurs fourches. Vous élaborez un vaccin contre moi. Pourquoi pas contre la machine? Il fut un temps où vous contrôliez ces débordements avec un vaccin que vous appeliez démocratie. Mais voilà, la machine mute. Elle a muté de façon fulgurante et votre démocratie n'arrive plus à la maîtriser. Et moi, je reste persuadé que de toute façon, la solution est dans nos mains à nous. Voilà, il va falloir qu'on se prenne en main, nous. Voilà. Nous allons décider que, et eux suivront. J'ai très souvent des gens autour de moi qui me disent « Mais ça, c'est des décisions prises par les gouvernements ou c'est des décisions prises par les multinationales. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?» Et je leur dis « Mais attendez les gars, ces gouvernements, ils sont élus par vous. Ces multinationales, ce sont vous, les clients des multinationales, et parfois ce sont vous, les actionnaires. Et donc il y a aujourd'hui une sorte de vrai fossé entre la manière dont les gens se représentent leur capacité d'action en tant que consommateurs et dont ils se représentent leur capacité d'action en tant que citoyens. Si on laisse les décisions être prises par une élite qui se sent complètement déconnectée de ce qui peut se passer aux différents échelons, alors oui, on va faire comme si de rien n'était passé. Enfin, en tout cas, le résultat, ce sera, voilà, bon, bah, de toute façon, voilà, il y a eu le SARS-CoV-2, et puis peut-être que dans 10 ans, on en aura un autre, et peut-être qu'on n'aura toujours rien appris. Il faut tout revoir dans le feu de l'action. On n'a pas le temps, maintenant on n'a plus le temps de se poser, de réfléchir à une société idéale et d'y aller tranquillement. Ça, c'était peut-être possible dans les années 70-80. Maintenant, voilà, il faut s'adapter. C'est quand une espèce sait développer des comportements d'entraide plutôt que de concurrence qu'en fait, une espèce réussit à faire face aux crises et à devenir prospère. Il faut sortir de cette espèce de dictature de la peur, il faut se reposer des questions, mais il faut le faire surtout en intelligence collective. Est-ce qu'on mobilise l'intelligence collective uniquement avec les institutions démocratiques qu'on a aujourd'hui? Non. Non. Déjà, elles ne fonctionnent pas toujours bien, et surtout ne les jetons pas. Redonnons-leur leur lettre de noblesse, mais je pense qu'il faut les compléter par une forme beaucoup plus participative de démocratie. Pour que collectivement, la société puisse prendre des options. Ça veut dire effectivement faire des choix qui normalement, idéalement, devraient être guidés par
les grands défis auxquels on fait face. Et les grands défis auxquels on fait face, aujourd'hui, c'est évidemment notre survie sur cette planète et notre capacité à être solidaire. Et pas que solidaire avec juste nos voisins, c'est solidaire avec le destin de l'humanité sur la planète. La machine me survivra. Dommage. J'aurais tant aimé être là pour vous voir la museler, la mettre en laisse, la réduire au silence. Vous y arriverez, j'en suis sûr. Vous, les humains, vous avez des armes redoutables que ni moi, ni la machine nous ne possédons. L'amour, l'humour, la créativité. Tout le monde devrait faire quelque chose. Du coup, nous ne penserions pas des trucs genre « Je suis la seule personne confrontée à tout ça ». Mais plutôt « Je fais face à ce petit problème ». Et mon voisin fait face à un autre petit problème. Et mes amis encore à un autre petit problème. Nous avons besoin de beaucoup plus d'engagement de la part de tout le monde. Rassurez-vous, je ne suis qu'un bout de code génétique. Un minuscule message qui s'autodétruira avec le temps. Je ne suis qu'un bout de code génétique. Un minuscule message. Je ne suis qu'un bout de code génétique. Je ne suis qu'un bout. Je ne suis qu'un. Je ne suis qu'un. Je ne suis. Je ne. Je ne suis.